Carlos. Whenever you're ready, I'm starting the webinar. You can let in the attendees. Thank you. Okay. Good afternoon, or good morning, good evening. Bonjour à toutes et à tous, où que vous vous trouviez dans le monde. D'abord, j'aimerais vous donner la bienvenue à ce panel dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants. C'est notre dernière rencontre aujourd'hui dans le cadre de ces célébrations. Vous avez certainement suivi différents événements liés à cette célébration à votre niveau dans vos pays pour marquer cette journée importante. Comme vous le savez, après le sommet Transformer l'éducation qui a eu lieu il y a quelques semaines, nous savons que pour transformer cette éducation, les enseignants sont essentiels. Et aujourd'hui, cette année, nous célébrons le 25e anniversaire de la recommandation de l'UNESCO et de l'OIT concernant la condition du personnel enseignant, qui a été d'abord émise en 66 avec l'OIT, et puis une deuxième recommandation s'est rajoutée concernant justement le personnel enseignant de l'enseignement supérieur, signée il y a 25 ans, 97. Donc nous célébrons ce 25e anniversaire. Comme vous le savez, ces deux instruments juridiques encadrent les droits et les responsabilités des enseignants. Et c'est la base sur laquelle nous nous appuyons pour faire le travail le plus important dans le développement des politiques de l'enseignement. Je ne vais pas entrer dans des détails en présentant cette recommandation, puisque nous avons ici une experte du CERT qui va nous en donner les grandes lignes. Mais cette recommandation, elle encadre le recrutement, les conditions de travail, les salaires et bien d'autres domaines de la profession. Aujourd'hui, on va particulièrement parler de ce qui concerne le personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Je m'appelle Carlos Vargas. Je suis de la section du perfectionnement des enseignants. Et avant de présenter nos panélistes et d'entendre quelques présentations, j'aimerais vous donner quelques informations pratiques. Il y a donc de l'interprétation lors de cette réunion en français, anglais et espagnol. Vous pouvez donc changer pour écouter les interventions dans votre langue de préférence en cliquant sur le globe en bas à droite de l'écran. Nous vous demandons également de commenter, de poser vos questions aux panélistes en utilisant la boîte de dialogue de chat dans la fonction Zoom en bas de l'écran. Nous allons demander à nos intervenants évidemment d'allumer vos microphones et vos vidéos lorsque vous prenez la parole, de parler de manière la plus lente et claire possible pour faciliter le travail des interprètes. Je vous demande également d'éteindre votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole. Aujourd'hui, nous avons un panel très intéressant composé d'experts de l'éducation que je vais présenter dans quelques instants. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole à M. Boren Chakroun, qui est directeur politique et système d'apprentissage tout au long de la vie à l'UNESCO et qui va nous donner quelques mots d'introduction à cette rencontre. Merci beaucoup, Carlos, et bonjour à toutes et à tous. Où que vous soyez, chers collègues, je me joins à Carlos
pour vous souhaiter la bienvenue, enseignants, représentants des syndicats, représentants des États, des gouvernements. Nous avons également avec nous des membres du comité d'experts sur l'application, la mise en œuvre de la recommandation concernant la condition du personnel enseignant qui est avec nous aujourd'hui et qui a un rôle particulièrement important dans la mise en œuvre de cette recommandation. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des enseignants 2022, mais également le 25e anniversaire de l'adoption de la recommandation de 97 concernant donc le personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Alors félicitations à toutes et tous et puis joyeuse fête de la journée mondiale des enseignants et également joyeux anniversaire à cette recommandation. Puisque l'adoption 97, c'est le fruit d'un travail pour améliorer ensemble les conditions de travail et la contribution des enseignants de l'enseignement supérieur à l'agenda 2030 qui étaient les objectifs du millénial et qui sont aujourd'hui les objectifs de développement durable. Ici, nous avons organisé donc la conférence sur l'enseignement supérieur à Barcelone, où nous avons adopté une feuille de route et qui est une boussole pour nous pour faire des progrès dans le rôle des conditions du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Sachez également que nous avons adopté en 2017 la Convention mondiale sur l'enseignement supérieur et qu'aujourd'hui, 17 États membres ont ratifié cette convention. Cela veut dire que dans les prochains mois, nous allons pouvoir faire entrer en force cette convention lorsque nous atteignons donc le nombre de ratifications nécessaires. Et nous avons également plusieurs pays signataires qui devraient ratifier bientôt. Et nous pensons donc qu'il sera très probable de pouvoir commencer à appliquer cette convention dès le début de l'année prochaine. La Convention régionale de Buenos Aires pour l'Amérique latine a également été ratifiée par assez de pays membres pour pouvoir entrer en force. Et elle sera donc opérationnelle et l'UNESCO ici a une opportunité de faire avancer l'enseignement supérieur dans cette région d'Amérique latine, mais aussi à travers le monde grâce à la collaboration internationale. Je vais maintenant toucher à notre sujet aujourd'hui. Bien sûr, on va parler de la pandémie de Covid-19 et de ses conséquences sur l'enseignement supérieur, de la façon dont les universités ont dû faire face et qu'elles n'étaient peut-être pas assez préparées, mais que cela a testé également la capacité de résilience et de s'adapter aux circonstances. Nous avons vu la capacité d'adopter des technologies nouvelles, des nouvelles modalités, mais aussi nous avons vu qu'il y avait un manque de soutien là où il y en avait le plus besoin pour les enseignants, un manque également de formation, de soutien tant psychologique que pratique. Nous savons également que les conditions de travail dans certains pays pour le personnel enseignant se détériorent par rapport à la charge de travail, aux possibilités d'emploi, au statut. Et ici, nous avons des évaluations qui sont conduites de manière plus brutale sur les enseignants. Et la transparence de ces processus est parfois questionnable. Nous avons également travaillé en tant qu'UNESCO dans certains domaines importants, comme celui du renforcement du dialogue social. Nous représentons la voix des enseignants dans des instances dirigeantes. Et puis, la question du partenariat, comment renforcer ce partenariat au niveau national et international? Comment garantir le partage d'informations, de compétences, le renforcement des compétences entre pairs? Et puis, tout ce qui tient au développement de carrière qui est
est mentionné dans la note d'intention du secrétaire général de l'ONU lors du TES et qui a été adoptée en septembre. Et cette note de vision a été très claire sur le rôle des enseignants de l'enseignement supérieur pour transformer l'éducation. Et enfin, dans le cadre de ce 25e anniversaire, puisqu'il faut se rappeler que c'était il y a 25 ans, c'était en 97 que nous avons signé cette recommandation, et il faut bien se rendre compte de l'évolution qui a eu lieu depuis. 25 ans se sont écoulés, les choses ont changé, et peut-être qu'il y a certains aspects à changer, à réviser, à adapter de cette recommandation, et beaucoup d'entre vous ont demandé à l'UNESCO de regarder la pertinence de cet instrument et d'analyser ce qui est peut-être nécessaire de faire pour l'adapter et la rendre plus pertinente au monde d'aujourd'hui. Donc, nous allons aborder tous ces sujets aujourd'hui lors de ce panel. Merci beaucoup, Carlos. Et merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Je vous souhaite tous des discussions fructueuses et des recommandations pour continuer à travailler dans le bon sens. Merci beaucoup, Boren. En effet, le panel d'aujourd'hui se fait dans le cadre du 25e anniversaire de cette recommandation. Je suis heureux de pouvoir organiser cette session pour parler de certains des défis qui se posent à nous, mais également pour explorer les solutions qui existent. Donc, parler des préoccupations principales en ce qui concerne les conditions du personnel enseignant, le lien avec le TES. Et pour cela, je suis très heureux de présenter le panel qui va prendre la parole dans quelques instants. Alors, avant de leur donner la parole, je vais vous les présenter brièvement et présenter en particulier Madame Suzanne Webb, qui est professeure d'éducation à l'Université de Monash en Australie. Elle émane de Sheffield au Royaume-Uni. Elle est membre de CEART, donc du comité conjoint de OIT UNESCO d'experts sur l'application de la recommandation. Je ne vais pas en dire plus puisque c'est elle qui va nous présenter le rôle du CEART en tant que gardien de cette recommandation. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Suzanne. Avec nous également, nous avons l'honneur d'avoir Madame Randy Weingarten, présidente de la Fédération américaine des Américains. Il y a 1,5 million de membres dans cette fédération. Elle représente donc les enseignants et tout le professionnel enseignant et personnel du monde de l'éducation. Et elle nous donnera donc une perspective, un point de vue des syndicats enseignants. Avec nous également Monsieur Bud Hall, qui est professeur à l'Université de Victoria en Colombie-Britannique au Canada. Il est co-chair UNESCO pour ce qui est de la recherche basée sur la communauté et la responsabilité sociale dans l'éducation supérieure. Et vous pouvez donc vous imaginer que son message portera sur tous ces sujets, la transformation de l'éducation supérieure en particulier. Merci beaucoup d'être avec nous, Monsieur Hall. Et enfin, mais non des moindres, nous avons avec nous Monsieur Francesc Pedro. Mon collègue Francesc est directeur de l'Institut pour l'éducation supérieure en Amérique latine et aux Caraïbes. Et donc, il apportera la voix de l'UNESCO sur ce sujet. Nous écouterons aussi de ça parler et les défis, la situation telle qu'elle se présente donc en Amérique latine aux Caraïbes. J'aimerais dès à présent donner donc la parole à Suzanne, qui va expliquer et présenter la recommandation de 97 de l'UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur et le travail de CEART avec les défis mondiaux auxquels ils font face pour examiner la pertinence et l'actualité de la recommandation dans ce paysage éducatif changeant. Merci beaucoup, Carlos. Je vais partager quelques diapositives que j'ai préparées pour vous.
Je crois que Sarah devrait le faire. Raphaël, tu peux partager, s'il te plaît? Raphaël est en fait. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session dans laquelle je vais décrire comment le CEART fait le suivi de l'application de la recommandation de 97 concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur. Et je suis membre de CEART moi-même. J'aimerais parler un petit peu d'abord de cette recommandation de 97 pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas. Alors, quelles sont les préoccupations, les questions qui ont été évoquées en septembre de l'année dernière lors de notre dernière réunion du CEART et comment le personnel enseignant peut utiliser cette recommandation pour protéger ses conditions de travail? Donc, la recommandation de 97 cherche à soutenir les conditions de travail du personnel enseignant basées sur des concepts spécifiques à l'enseignement supérieur, mais qui s'appuient sur les concepts de la recommandation de 66 du personnel enseignant plus général. Par exemple, ce premier principe directeur dit que l'éducation est un droit fondamental, un droit humain fondamental. Et qu'il doit donc participer au développement des personnes dans les progrès économiques, culturels et sociaux des sociétés. Donc, il n'y a pas un intérêt personnel ici, mais ce que l'on souligne, c'est les liens qui existent entre l'éducation à travers le monde et les liens qui existent entre les populations à travers le monde, puisque le personnel enseignant et les étudiants se déplacent à travers le monde et c'est donc cette conception mondialisée de l'éducation comme un droit humain qui est un concept important ici, un principe directeur. Deuxième, on parle des qualifications et des compétences pédagogiques des personnels enseignants. Et ce qui sous-tend tout cela, c'est la reconnaissance que le fait que l'enseignement doit être considéré comme une profession qui requiert des connaissances professionnelles expertes. Les enseignants doivent être soutenus pour acquérir et maintenir cette connaissance experte. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent atteindre facilement et qui est acquise une fois pour toutes, mais qui s'acquiert tout au long de la vie par des études, par des partages de recherche, par un partenariat interinstitutions et au sein des institutions entre les universités d'un même pays et à travers le monde pour augmenter les connaissances dans un monde qui se complexifie de plus en plus. Et cela requiert un accès à des moyens d'apprentissage tout au long de la vie, la possibilité de continuer la recherche et de développer et de travailler au niveau des codes de conduite et éthique. Et afin d'accompagner cette connaissance professionnelle, il faut bien que les enseignants aient leurs responsabilités, soient responsables de ce qu'ils font comme travail et qu'ils soient responsables du développement. Et il est important que la communauté aussi soit impliquée parce que justement, ceci, en fait, il a un rôle dans l'éducation de la société, mais en même temps, en toile de fond de tout ceci, c'est tout à fait typique de l'enseignement supérieur, il a besoin d'une liberté académique pour faire ses recherches, pour être dans un environnement où il va pouvoir bénéficier de cette autonomie.
Donc, en fait, j'essaie de résumer ces principes que vous trouvez ici sur cette planche. Je voulais vous rappeler aussi qu'il faudrait qu'on mette aussi dans le contexte des objectifs de développement durable. En effet, au titre de ces ODD, l'inclusivité, l'équité dans l'éducation qui permettent de développer des opportunités pour tous sont à l'ordre du jour. C'est donc très important, notamment la liberté académique en ce qui concerne l'enseignement supérieur. Ça veut dire aucune restriction d'enseigner, de discuter, de mener des recherches, de diffuser, de publier, d'exprimer des avis sur l'institution, sur le système pour lequel on travaille, et pouvoir aussi travailler à des instances professionnelles ou des instances académiques représentatives. Et en plus, il faut pouvoir travailler dans des conditions de sécurité en ayant un accès équitable à l'avancement aussi professionnel. Et puis, il faut pouvoir participer aussi de manière plus générale, de manière équitable à tout le système éducatif, quel que soit le genre, la race, etc., les éventuels handicaps physiques, les difficultés sociales ou autres. Enfin, toute forme d'exclusion sociale est à exclure. Il est très important aussi d'avoir cette responsabilité sociale. On doit avoir la possibilité de s'exprimer. Il faut pour ça de la sécurité. Si on n'a pas la sécurité qu'on peut s'exprimer, on ne le fait pas. Et la manière, les conditions en tout cas, les conditions d'emploi doivent être négociées, pouvoir l'être au moins en partie. Alors, l'autonomie institutionnelle est importante, c'est-à-dire que toute institution doit pouvoir travailler de manière autonome, elle doit être tenue responsable aussi de ce qu'elle fait. Et ceci implique un dialogue social entre tous les partis et un esprit démocratique qui est important si on veut avoir cette liberté académique et si on veut aussi que les enseignants puissent négocier leurs conditions d'emploi et de travail. Tout ceci requiert, je dirais, au final, une espèce de nécessité de reconnaître qu'il faut travailler dans un environnement social favorable, ce qui est bien sûr au bénéfice des élèves et des étudiants qui vont en tirer des bénéfices, mais c'est aussi dans l'intérêt de certaines recherches ou même de certaines sources de financement ou de bourses. C'est ça, mais c'est aussi parce que ça nous permet de mieux comprendre peut-être certains problèmes complexes de par le monde. C'est donc, si vous voulez, quelque chose qui relève du bien public, quand bien même on travaille dans une entité de droit privé et non pas une entité publique. Ici, j'ai résumé les différences en fait entre les recommandations 97 et celles de 1966. Et ce que je montre ici, et ça c'est la partie en vert, donc la partie enseignement supérieur, en fait l'environnement est extrêmement complexe. Il y a une division de travail très élevée en ce sens qu'on peut enseigner ou pas. Donc les gens peuvent être chercheurs ou enseigner ou être au bénéfice de bourses ou les deux ou les trois. Ils peuvent participer à des services d'éducation. En fait, il y a beaucoup de gens qui font partie de la fourniture de ce service d'éducation. Or, la recommandation de 97 a une définition extrêmement large justement de cette notion de personnel enseignant. Alors, c'est quoi le supérieur? C'est l'université, mais parfois ce sont des instituts d'enseignement supérieur, c'est des établissements qui peuvent être publics ou privés. Donc, on reconnaît qu'il y a des lieux tout à fait disparates et différents qui prennent part à l'enseignement supérieur. Et c'est important de reconnaître que toutes ces formes existent et que tout le monde ne s'appelle pas université nécessairement pour autant. Que font l'OIT et l'UNESCO pour accompagner et soutenir la mise en œuvre de ces recommandations?
Ce qu'on voit ici, c'est toute la gamme des choses qui sont possibles. Les recommandations sont des déclarations de valeur ou des affirmations de valeur, mais qui ne sont pas gratuites, c'est-à-dire qu'elles ont fait l'objet d'un accord des États membres qui ont effectivement voix au chapitre 1. Donc ce sont certes des activités qui sont, je dirais, persuasives plutôt que d'être des recommandations contraignantes au plan juridique, elles ne sont pas de caractère juridique contraignant. C'est de fortes incitations. Et comment est-ce que procède le comité? Il va regarder toute une série de papiers, de discussions. Et en plus de ce travail du comité, il y a aussi des activités qui sont du type de celles que nous faisons ici aujourd'hui, à savoir organiser des événements qui vont permettre d'avoir un dialogue social, échange avec les employeurs, les organisations de jeunes, du corps enseignant. Ça peut être aussi chercher quels sont les problèmes, faire des enquêtes et des études le cas échéant, ce qui permet ensuite d'établir une recommandation ou des recommandations et qui vont avoir une vertu et vraiment persuasive. Alors, le SEAT, maintenant, pour y venir. Il réunit 12 experts indépendants venant du monde entier et de nombreux horizons. Vous voyez tout à l'heure que, par exemple, il y avait l'Australie qui était évoquée tout à l'heure, et il y a des domaines d'expertise et de compétences qui sont assez disparates, mais qui sont toujours liés à l'enseignement supérieur. On se réunit tous les 3 ans et on avait une session le 21 octobre qui est prévue suite à ce webinaire. Et ensuite, nous nous retrouverons en 2024 et à l'intercession, donc entre réunions, on a des rapports bien sûr à mi-parcours, des informations intérimaires et donc nous recevons ces informations que nous évaluons en fournissant à notre tour notre propre rapport, ce qui va permettre ensuite de partager des informations pour dire voilà où on en est de la mise en œuvre de telle ou telle recommandation. Mais en plus, et je pense que c'est important pour certains d'entre vous, on reçoit des signalements des organisations d'enseignants qui vont nous dire voilà, dans tel ou tel domaine, en fait, la recommandation n'est pas appliquée. Et ça, on va constituer un dossier, chercher des preuves et après cela, on va fournir nous-mêmes des commentaires sur ces situations qui nous sont rapportées. La planche suivante, s'il vous plaît. Alors, il y a aussi des difficultés, on le voit. Quelles sont-elles actuellement? Voilà, probablement, vous connaissez le document Réimaginer notre avenir ensemble de l'UNESCO. Cela recoupe un peu toutes les difficultés que l'on connaît, c'est-à-dire que des niveaux de vie très élevés avec en face des inégalités vraiment qui vont jusqu'à l'extrême, l'environnement qui est écrasé par le développement, par le surdéveloppement, sans oublier la pandémie, les changements technologiques qui vont transformer l'éducation, d'autant plus bien sûr avec le Covid, et puis ces inégalités qui continuent d'exister, exclusion sociale et baisse de la participation démocratique. Ce que demande notre document, c'est un nouveau contrat social qui va promouvoir bien sûr l'éducation pour tous et tout au long de la vie, et ceci toujours dans l'intérêt du bien commun. Et je voulais vous montrer aussi ce qu'a fait le SEAT au mois d'octobre en 2021. Donc, voici l'ordre du jour. Il y avait 4 points principalement, donc des affirmations liées à ces différentes questions. Entre-temps, le rapport a été publié. Il évoque les réactions que nous avons eues ou les réponses que nous avons données à ces différents signalements. Il y a eu beaucoup d'exemples d'apprentissage collaboratif entre respectivement le corps enseignant et d'autres, particulièrement dans le contexte de la Covid, où parfois on n'avait pas été préparé à la bascule numérique dans l'enseignement. Et dans le rapport, il y a donc
des recommandations quant à la manière de peut-être faire profit de ces meilleures pratiques. Et puis, on reconnaît aussi que quand on travaille en collaboration, c'est une bonne chose parce qu'à ce moment-là, ça permet aux enseignants de gérer des problématiques parfois récentes. Deuxième partie du rapport, l'enseignement comme activité qui doit se faire en collaboration. On a eu effectivement des dossiers nous faisant état d'une pression accrue s'exerçant sur les professeurs, des réductions d'effectifs, des questions, des difficultés par rapport à la diversité des étudiants, un regain des flux migratoires, voulus ou non, forcés ou pas. Et en tout cas, l'enseignant, il ne doit pas être formé une fois pour toutes. Il faut qu'il puisse ou elle ait accès en permanence à la connaissance et ce savoir doit être mis à disposition à titre gracieux. Il faut aussi des cadres où on va pouvoir mener cette action en collaboration. Ça peut être des cadres formels ou pas. Le plus important, c'est de bien comprendre que les enseignants aient la possibilité de naviguer d'un système à l'autre, qui sachent comme ça où trouver, de quoi savoir, quel est leur rôle. Et dans un contexte de diversité accrue, on a évoqué, on a réfléchi à, par exemple, à des programmes de décolonisation qui sont mis en place dans certains pays ou dans certaines régions et pas dans d'autres. Nous pensons qu'il faut reconnaître certaines questions qui, après tout, ont à voir avec le pouvoir et la puissance, et on entend le pouvoir qui est donné dans la manière dont on diffuse l'enseignement et la connaissance et comment on la reçoit. Et donc ça doit aider à réfléchir à la structuration des programmes. Ce qui est très important pour les enseignants aussi, c'est certes d'être reconnus. Il faut reconnaître qu'ils ont été aux avant-postes de ces bouleversements ces dernières années le plus souvent, et à commencer par le Covid, bien sûr. Ils ont dû travailler beaucoup plus. Il faut leur donner une vraie autonomie institutionnelle, une plus grande liberté de manœuvre, une grande confiance dans les institutions, dans la gouvernance. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont de plus en plus amenés à vouloir et à se plaindre du fait qu'on ne les laisse pas faire ce qu'ils souhaitent faire. Alors, il y a eu deux choses qui ont été dites. Les coupes budgétaires des universités, c'est la tendance, en effet, souvent le cas, les gouvernements mènent vers la précarité le personnel enseignant. Le 14e rapport, note qu'entre-temps, il y a eu des progrès encourageants parce que pendant la pandémie, le dialogue social a permis de renforcer la résilience des enseignants et que ça n'a pas été sans effet positif. On s'est rendu compte que bâtir une discussion avec les organisations des employeurs, des travailleurs, donc les syndicats et les enseignants eux-mêmes, le renforcement de cette parole à trois peut avoir des effets positifs. Dans le même temps, le rapport remarque bien dit au gouvernement plus exactement qu'il ne peut pas se dérober à ses responsabilités souscrites au titre des recommandations de 67. Ça, c'est dit très clairement dans les recommandations de 1997. Et le deuxième exemple est une illustration de ça.
c'est-à-dire les gouvernements qui, en fait, se défaussent de leurs responsabilités sur les institutions et vont se servir de la notion d'autonomie institutionnelle précisément pour dire que ce sont les institutions qui sont les seuls responsables de la mise en œuvre des recommandations de 1997, alors même précisément que c'est la relation entre l'institution, les organisations qui soutiennent les personnels enseignants et le gouvernement qui doit permettre de faire ce travail. Et puis, le syndicat a fait une deuxième remarque relative au manque de liberté académique, la précarité des contrats. Il y a beaucoup aujourd'hui maintenant d'enseignants qui sont sous contrat, ce qui permet de jouer beaucoup sur les modalités de recrutement et d'emploi. Et le rapport indique que ce type de pratique amène un grand mécontentement dans le personnel enseignant, le corps enseignant, et que les institutions agissent de telle manière que, en fait, le corps enseignant a peu à dire dans toutes les décisions qui sont prises. 1 minute. Oui, 1 minute. Là encore, on a dit qu'il était important qu'il y ait un regain de dialogue social et que le corps enseignant participe davantage à la gouvernance. L'idée étant que les gouvernements ne peuvent pas se défausser de leurs responsabilités sur les institutions. Et j'en viens à cette dernière illustration. Et là, je voulais vous montrer comment on peut ouvrir un dossier. Alors, vous voyez ici, auprès du CERT, voilà ce qu'il est possible ou pas possible de faire. Des organisations représentatives des enseignants au niveau national ou international vont pouvoir soumettre au CERT un formulaire où il va reprendre certaines affirmations relatives, par exemple, à la non-application des dispositions de 66 ou 97. Il faut que ça vienne d'une organisation nationale ou internationale, impérativement. Alors, il faut que ça vienne, donc je le disais, d'une organisation nationale internationale, et cela ne doit pas relever des compétences d'autres instances de l'OIT et de l'UNESCO. Et ce que j'expliquais aussi, c'est que les recommandations n'ont pas de caractère juridique contraignant, mais qu'elles sont fortement, je veux dire, persuasives. Et c'est important. Donc, j'espère que vous aurez compris comment ces recommandations, vous pouvez les invoquer pour qu'elles vous accompagnent dans vos besoins. Merci. Merci, Sue. Voilà une présentation exhaustive, s'il en est. Nous comprenons bien quelle est la mission du CERT et on comprend aussi les dossiers qu'il a été amené à examiner en octobre 21 lors de sa dernière session. Donc, nous invitons tout un chacun à consulter ce rapport et puis bien sûr, vous pourrez poser des questions à Susan dans la conversation de ce jour. Je vais maintenant donner la parole à nos panélistes qui viennent tous du monde de l'enseignement supérieur, mais vus sous différents angles. Quels sont les principes de l'enseignement supérieur? Y a-t-il des tensions entre la mission sociale de cet enseignement supérieur et les réalités que vivent au quotidien les personnels enseignants à l'université et ailleurs d'ailleurs, certaines questions ayant à voir d'ailleurs avec la reconnaissance sociale de la profession. Sous on en parlait, il y a le dialogue social, il y a d'autres points. Alors sans plus attendre, je vous présente Madame Randi Weingarten, elle est présidente de la Fédération américaine des enseignants et en 8 minutes, elle va nous présenter ce qui, selon elle, sont les difficultés et puis peut-être aussi les atouts de la profession. Merci Carlos. Je voulais simplement dire que tout le travail que vient d'évoquer Suzanne, la liberté académique, la précarité, le désinvestissement, le manque
de relations parfois entre le gouvernement et les universités, le besoin pour les universités ou pour les professeurs d'avoir un emploi stable, toutes ces problématiques sont intéressantes. C'est intéressant d'entendre Suzanne en parler parce que c'est là-dessus précisément que nous travaillons tous les jours. Et donc, j'ai demandé à Peter de montrer à l'écran quelque chose parce que moi, je n'ai pas préparé de présentation PowerPoint, mais dans le chat, j'ai demandé à Peter de partager notre enquête de 2022 sur la précarité des travailleurs de l'université. C'est un honneur d'être avec l'UNESCO aujourd'hui. J'étais avec la secrétaire générale de l'UNESCO, au TESS, il y a quelques semaines. Et c'est toujours un honneur de participer à ces espaces communs avec l'UNESCO. Et c'est particulièrement important pour nous d'être dans cette organisation internationale qui se centre tellement autour des droits des enseignants, des enfants, des étudiants et sur l'avenir de toutes ces populations. Comme nous l'avons dit, je suis donc la Fédération américaine des enseignants. C'est la plus grande, c'est le plus grand syndicat d'enseignants aux États-Unis. Et notre affilié le plus récent, c'est l'Association américaine des professeurs d'université. Nous avons également une histoire qui remonte à plusieurs années, puisque les professeurs d'université aujourd'hui aux États-Unis ne sont plus autorisés à prendre part à des négociations collectives, parce qu'ils ont une liberté académique et que donc on leur a légalement ôté le droit, selon la loi du secteur privé du travail privé, de la négociation collective. Et donc, nous les représentons aujourd'hui pour défendre leurs droits. 85 000 membres de nos membres sont sur poste, ce qui fait de notre fédération une des plus grandes organisations d'enseignants sur poste. Je vais essayer d'expliquer tout ce que je peux sur notre organisation. Il y a 40 ans, 70% des employés académiques aujourd'hui étaient soit sur poste, soit sur le point d'être mis sur poste. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce n'est que 30% et 70% des enseignants qui sont contractuels. Donc, si vous réfléchissez à la liberté académique, au type de stabilité de l'emploi dont on a parlé avec Suzanne, lorsque la dynamique se renverse, il y a très peu de moyens, à moins de passer par un syndicat, de se battre pour les droits et la liberté académique en particulier dans la guerre contre le totalitarisme et le fascisme et l'autoritarisme que nous voyons aujourd'hui à travers le monde, eh bien la liberté académique est plus importante que jamais et en tout cas plus importante, je crois, que depuis d'autres époques que moi j'ai connues dans mon travail et cela fait très longtemps, plus de 30 ans que je travaille dans ce domaine. Je ne suis pas historienne, évidemment, mais j'ai l'impression que nous nous trouvons au bout d'un précipice, et en tout cas que nous nous en rapprochons et que nous en sommes plus proches aujourd'hui que depuis très longtemps. Donc, pendant la même période, sur la même durée de temps, ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est un désinvestissement de l'éducation, dans l'éducation supérieure. Et ça a été changé maintenant par notre président actuel. Le président actuel, ce qu'il a fait après la pandémie,
c'est d'injecter de l'argent temporaire ou de l'argent, des investissements importants conjoncturels. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que peu importe le bord politique, démocrate ou républicain, les gouvernements précédents ont continuellement investi moins et moins dans l'éducation et l'éducation supérieure. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la grande problématique des dettes des étudiants qui se sont endettés pour payer leurs études puisque l'université devient de plus en plus chère. Donc, quand je parle des problématiques concernant la précarité, et je vais vous donner peut-être d'autres chiffres pour que vous compreniez bien que les conditions de travail en ce moment sont particulièrement critiques et que les syndicats sont de nouveau à la mode aux États-Unis. Et lorsque les gens nous rejoignent, eh bien, nous essayons de créer au niveau local le type de pouvoir nécessaire pour que aux États-Unis, la population puisse relever sa condition de vie, soulever sa condition de vie. Donc, on se rend dans tous les États pour essayer d'aider avec les négociations collectives, avec la défense des droits de conditions de travail. Mais quelques-uns de ceux qui ont répondu à notre enquête, et vous le verrez dans le rapport qui est disponible dans le chat. Donc, nous avons eu un retour de plus d'1 millier de membres du personnel des universités. Très peu d'entre eux ont un contrat qui garantit leur emploi. 3 sur 4 ne se voient garantis seulement leur emploi que pour un mandat précis sans renouvellement du mandat garanti. Et d'ailleurs, contractuellement, nous sommes en train de travailler pour établir plus de sécurité de l'emploi pour les instructeurs. 90% des personnes ayant répondu à l'enquête avaient un diplôme de master, mais plus d'un quart gagnait en dessous du salaire moyen aux États-Unis. Beaucoup ont dit qu'ils avaient besoin d'aide de l'État pour manger, pour assurer leur assurance maladie, et près de la moitié ont dû mettre de côté la sécurité sociale et leur assurance santé parce qu'ils ne pouvaient pas la payer. Donc, je vous dis ça parce que tous ces enjeux aujourd'hui sont clairement critiques aujourd'hui aux États-Unis dans le milieu de l'enseignement supérieur. Dernière chose que j'aimerais vous dire, si un enseignant a 4 ou 5 emplois différents pour essayer de gagner un salaire digne, comment est-ce que cette personne va pouvoir passer du temps avec les étudiants? Comment est-ce que cet enseignant va pouvoir consacrer du temps pour s'impliquer dans le travail, dans la rédaction, dans la recherche? Comment est-ce que cette personne va pouvoir garantir qu'il y a une gouvernance, une liberté de gouvernance ou une liberté académique et que la connaissance intellectuelle est disponible? Donc voilà un petit peu la situation dans laquelle nous nous trouvons, et c'est la dernière chose que je dirais. Je crois que ce qu'on essaye de faire, nous, en tant que syndicat, en complément, c'est qu'on essaye de négocier pour des campus en entier, de fond en comble, qu'on parle aussi des professeurs associés, aux professeurs établis, aux contractuels, aux intervenants ponctuels. Même si on voit qu'il y a parfois des tensions entre ces différents groupes, et c'est évident pour quiconque travaille dans l'éducation supérieure, si nous avons cette approche unie, globale,
de campus en entier, alors nous pourrons travailler pour le bien-être de nos étudiants, de nos communautés, pour que nos étudiants puissent continuer leurs études supérieures. Il y a beaucoup de programmes qui existent, comme le programme FAST, qui rassemble donc les enseignants et les étudiants pour pourvoir des aides financières pour les étudiants pour qu'ils puissent continuer à étudier. Mais nous essayons également d'amasser un certain pouvoir, une certaine influence pour défendre le droit de personnes qui, en fait, sont en train de former nos futurs leaders. Merci beaucoup, Randy, pour ces commentaires. Je crois qu'ils confirment certains des domaines de préoccupation en ce qui concerne les professionnels de l'enseignement supérieur. J'aimerais reprendre ce que vous disiez avant de donner la parole à professeur Hall. Comment ces conditions de travail, l'autonomie des enseignants, la puissance, le pouvoir de décision des enseignants n'est pas à la hauteur de la responsabilité qui est placée sur les épaules des enseignants. La responsabilité de produire de la recherche, d'enseigner, d'éduquer la société, les communautés, de changer le monde et la société et de conduire cette réflexion, je crois qu'il doit avoir lieu dans les universités pour qu'elle ne se transforme pas en tour d'ivoire isolée du monde. Merci beaucoup, Randy. J'aimerais à présent donner la parole à professeur Bud Hall de l'Université de Victoria au Canada. Il est aussi co-chair de l'UNESCO en recherche basée sur la communauté et en responsabilité sociale dans l'éducation supérieure. Et il va nous parler de la mobilisation des enseignants et de comment les impliquer par rapport à ces défis qui se présentent. Vous avez 8 minutes, professeur Hall. Merci beaucoup, Carlos. Merci, Boren. Merci, Suzanne, Randy. C'était particulièrement édifiant tout ce que vous nous avez partagé. Je crois que quelqu'un a laissé son micro allumé. Randy peut éteindre son micro. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup d'avoir été invité pour partager quelques pistes de réflexion et très ému également, en particulier par la description de la situation si charismatique de Randy, de la situation des enseignants aux États-Unis, qui n'est pas la seule juridiction d'ailleurs qui se trouve dans ce type de situation. Moi, je fais partie des millions d'enseignants de l'enseignement supérieur. Et nous savons que chaque décision politique qui est prise dans le monde émane de quelqu'un qui a étudié dans nos universités. Et donc, nous sommes promis ou fixés des objectifs ambitieux avec l'ONU qui affirme que personne ne doit être laissé sur le côté. Et plus récemment, nous avons cette conscience accrue de la crise climatique. Je voulais revenir, merci à ce qu'a dit Suzanne, sur la recommandation de 97. Et je voulais en tirer quelques idées qui me semblent appropriées à la réflexion sur la mobilisation et l'implication. L'éducation supérieure et la profession de l'enseigner appellent à un sens de responsabilité personnelle institutionnelle pour l'éducation et le bien-être des étudiants de la communauté au sens large.
Et l'éducation supérieure se dirige au développement humain et dans le but du progrès de la société. Les programmes scolaires, les activités doivent répondre aux besoins actuels et futurs des communautés, des sociétés. Nous étions au TES et plusieurs choses ont été mentionnées. Du manifesto, de la déclaration finale du secrétaire général lors du test, et qui mentionne que nos systèmes éducatifs ne sont plus appropriés. Et ça, c'est assez fort comme message. Et qu'il faut également répondre de manière décisive, avec conviction, imagination et en solidarité pour transformer l'éducation. Et enfin, que les rapports des futurs de l'éducation argumentent en faveur d'un nouveau contrat social pour l'éducation. Alors, les changements. Quels sont les changements depuis 1997, puisque cela fait 25 ans? Eh bien, nous avons une compréhension plus vaste, plus large de ce qu'est la connaissance. La connaissance n'est plus seulement eurocentrée, comme c'était le cas lorsque moi j'ai étudié. Et puis, on a amené des concepts d'épistémicide, c'est-à-dire quand certains concepts et systèmes de connaissances éliminent ou nient ou décrédibilisent d'autres systèmes de connaissances et le concept de décolonisation qui en découle. Il y a également de plus en plus de partenariats communauté-université qui changent la façon dont les communautés et les universités se voient, se conçoivent les uns les autres. Mais il y a aussi des changements plus négatifs, ce qui est la culture des classements. Les classements, c'est mauvais pour les universités, c'est mauvais pour les carrières des enseignants, c'est mauvais également pour parler de modèles de décolonisation, puisqu'ils ne vont pas dans le même sens. Et puis, il y a des organisations de classement qui font beaucoup d'argent sur le dos de l'insécurité de nos institutions. La réalité du professorat aujourd'hui, c'est que ce secteur est principalement dévalorisé. Si on se penche sur la façon dont notre secteur est traité dans les ODD, par exemple, la place qui lui est accordée, et si on voit le modèle de financement d'organisations comme la Banque mondiale, ou même le sommet Transformer l'éducation, eh bien, l'éducation supérieure n'a pas reçu la visibilité ni l'appel pour l'appel à investissement, à financement que d'autres domaines ont reçu. Dans toutes ces déclarations sur l'éducation pour l'avenir, pour le monde, eh bien, toutes ces déclarations ont été rédigées, articulées par des diplômés de nos universités. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille en Angleterre et c'est le cas en Angleterre également. La situation n'est pas aussi critique en Canada, mais elle empire. Après avoir écouté Suzanne, les difficultés et la diminution de la liberté académique est très inquiétante et des nouvelles pressions qu'on voit sur la vie des étudiants. Quand moi j'étais étudiant, j'avais quelques collègues, quelques compagnons de classe qui étudiaient et travaillaient à la fois. Aujourd'hui, à l'université de Victoria, 90% des étudiants non seulement sont étudiants à temps plein, mais travaillent en même temps, c'est en fait illégal, mais ils arrivent quand même à travailler à temps plein et à étudier à temps plein. Et ils se diplôment quand même, terminent l'université avec des dettes malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? De quoi a-t-on besoin, nous, en tant que professorat?
Parce que, bien sûr, s'impliquer, se mobiliser, participer, c'est intéressant, on a envie de le faire. Mais nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin d'apprendre à aller au-delà de simplement partager nos travaux dans des journaux et dans des séminaires et des conférences universitaires. Parce que l'impact et le soutien public pour nos ressources et pour nos financements eh bien, est moindre. Et nous aurions besoin de pouvoir partager bien plus et de manière plus diverse et créative, de mieux communiquer sur les réseaux sociaux, d'impliquer les arts et d'autres formes de communication pour pouvoir se faire entendre. Et on m'avait dit à l'époque qu'on nous apprend à écrire, à faire des recherches en sachant quels sont les bons auteurs, comment faire référence aux auteurs dans nos publications. Mais en tant que chercheur, on ne sait pas comment écouter, être à l'écoute de vraiment ceux qui détiennent une autre type de connaissances. Par exemple, les mères célibataires, les peuples autochtones, toutes ces communautés qui ont des connaissances et auxquelles on ne fait pas assez attention. Il faut qu'on travaille beaucoup plus dans des équipes pluridisciplinaires ou transdisciplinaires. Il est donc important que on s'habitue aussi aux questions qui concernent la communauté. La communauté, il suffit de savoir si vous êtes travailleur social ou historien ou quoi que ce soit. Ce qui les intéresse, les gens, c'est de savoir si vous pouvez les soutenir et les aider dans les questions qui les concernent. Et ça suppose une approche transdisciplinaire, c'est-à-dire que, et malheureusement, elle n'est pas enseignée dans notre formation de professeurs. Donc, il faut que faut qu'on puisse avoir différentes épistémologies dans les programmes. On peut dire, par exemple, bien sûr, qu'on va inclure l'environnement ou des études autochtones, par exemple. Ça, c'est une chose. Mais le processus de mise en commun, de travail collectif dans un contexte où on est tous ensemble de manière en synergie, ça, c'est quelque chose de très compliqué. Et je ne pense pas que nous y soyons préparés. Soutenir l'universitaire, ben oui, ben de quoi avons-nous besoin? On en a parlé. Tout ce qui est avancement professionnel, il faut que ce soit remis au goût du jour, c'est-à-dire que tous ces critères d'ancienneté, d'avancement, c'est vraiment de l'histoire ancienne. Ils ont besoin d'être remis au goût du jour. Il faut qu'on ait davantage de stabilité et probablement aussi un traitement économique plus équitable pour la profession dans son ensemble. Il faut aussi favoriser la diversité, c'est mieux, mais il y a encore des choses à faire. Il nous faut aussi, bien sûr, la liberté académique, ça on l'a expliqué. Il faut aussi qu'on comprenne qu'il y a parfois de la richesse académique, intellectuelle dans les différentes communautés. Il faut que tout ceci soit appliqué et utilisé dans l'université. Et il faut mettre un terme à tout ce système de classement international, ce ranking international. Alors, nous aidons les enseignants à se transformer de l'intérieur. Il faut que ces enseignants puissent être
accompagner parce que eux, généralement, ils sont impliqués à la fois dans l'enseignement et aussi dans la recherche en même temps. Ce n'est pas de la recherche théorique qu'ils font. Souvent, ce sont des recherches qui vont avoir des incidences, même voire économiques, pour la communauté. Et donc, ils ont des savoirs, des pratiques qui sont à prendre en compte, qui sont précieuses. Et je pense que ça serait utile de les lier aux ODD. Et je pense qu'il faut prendre les choses différemment, c'est-à-dire que pas simplement les spécialistes de l'environnement, mais tout un chacun se portera mieux si toutes ces suggestions sont prises en compte. Alors j'ai laissé mon adresse mail et puis j'ai mis aussi donc le site internet et mon adresse mail. N'hésitez pas à nous visiter, à nous contacter également. Merci. Bien sûr, merci de fermer ce partage d'écran, c'est gentil. Le professeur Hall nous a dit à quel point il était important d'engager et d'impliquer tout le corps enseignant et dans la réorganisation des études supérieures. Il y a une remarque qui a été faite par rapport au rapport Réimaginer notre avenir ensemble. Alors, les enseignants sont très importants et en plus, il faut refondre complètement la profession pour en faire une profession où il y a davantage de collaboration. D'où des réflexions amenées sur comment mettre en place la collaboration plutôt que la concurrence. Toutes les questions également du mérite, comment est-ce qu'on l'évalue, est-ce qu'on le comprend dans le supérieur, dans l'enseignement supérieur. C'est vrai qu'on a évoqué les conditions de travail et d'emploi depuis tout à l'heure et nous allons avoir maintenant un autre intervenant qui va nous parler de la précarisation de la profession enseignante, particulièrement après la pandémie. Francesco Pedro, vous avez la parole. Merci beaucoup, Carlos. Je suis très content de participer à ces échanges parce que j'ai beaucoup appris. Il y avait beaucoup à apprendre jusqu'à présent. Alors, j'espère que je vais continuer à être à la hauteur des orateurs qui m'ont précédé. Alors, ce que je voulais vous montrer, peut-être quelques illustrations que j'ai préparées. Elles vont m'aider à me concentrer sur les messages les plus importants. Comme vous l'avez dit à juste titre, je vais m'intéresser plus particulièrement aux opportunités de transformation de l'éducation et de l'enseignement supérieur après la pandémie. Et là, notamment le rôle que pourrait jouer le corps enseignant. Et on peut dire que, en fait, soit ils peuvent mener ce changement, soit y résister. Et en guise d'introduction, je dirais qu'il y a un consensus quant aux effets qu'a eu la pandémie sur les conditions de travail des personnels enseignants. Et nous avons passé beaucoup de temps à l'UNESCO, avec l'UNESCO, à examiner l'effet de la pandémie sur les élèves et les étudiants. On a réfléchi à la continuité pédagogique, mais on a examiné toute une série d'effets, mais je ne suis pas certain qu'on se soit tellement penché sur les conditions de travail des personnels enseignants et est-ce que ces conditions ont évolué pendant la COVID et est-ce que ça a des implications pour l'avenir. Donc, voilà pourquoi je voulais revenir sur différents points. Il y a des recherches qui ont été menées dans le monde entier et qui documentent
cette nouvelle pression supplémentaire qui s'exerce sur la profession enseignante. On en a déjà parlé en partie, davantage de travail, un stress professionnel, le fait qu'on soit isolé, hein, c'est vrai qu'on a vécu cet isolement pendant près de 2 ans, et puis aussi ce que l'on voit ici, c'est qu'en Nouvelle-Zélande, regardez, par rapport aux effectifs qui travaillent dans le supérieur, on va voir qui est vraiment touché par la surcharge de travail. On voit ici que près de 80% des personnels académiques sont vraiment préoccupés par cette surcharge de travail. Alors, quelle est l'implication de ce chiffre? Des formes de burn-out, on va dire le burn-out à domicile, hein, en l'occurrence. Une deuxième couche, c'est que les réponses qui ont été données par les pouvoirs publics ou par les institutions, par le gouvernement, ont été au mieux insuffisantes, superficielles, quand elles ont existé, ces réponses. Et il serait très intéressant de documenter, je crois, les cas où des gouvernements, des institutions ont créé de nouveaux systèmes, de nouvelles modalités de rémunération ou de rétribution des personnels enseignants. À très court terme, on voit bien que même dans les pays les plus riches du monde, nous sommes confrontés à une conjoncture économique extrêmement délicate et ces conditions, cette conjoncture va faire qu'il va être encore plus difficile pour les pouvoirs publics d'apporter une réponse. Voilà. Je ne dis pas que ça va se passer forcément comme ça, mais je rappelle quand même le contexte. Et enfin, je pense que la pandémie a mis davantage de pression sur certains points qui existaient déjà. Précarité, par exemple, c'est un point qui a été très bien présenté tout à l'heure. Et puis aussi, on a tendance à favoriser l'enseignement par rapport à la recherche. C'était un peu le cas avant la pandémie, mais alors là, maintenant, c'est très marqué. Tout ceci donne une situation où il y a beaucoup de gens qui quitteraient la profession s'ils pouvaient se le permettre. Parfois, c'est difficile de trouver un autre emploi, surtout dans un contexte de crise économique. Mais à n'en pas douter, l'état d'esprit, c'est si je pouvais partir, eh bien, je partirais. En outre, en plus de cela, nous sommes aussi un certain nombre à penser qu'il y a une véritable fenêtre d'opportunité si l'on sait tirer les enseignements de la pandémie. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi? Et si l'on voit comme la profession enseignante évoluait avant, donc avant la pandémie, 2019, donc, vous voyez, si on demande à des enseignants du supérieur si leurs méthodes d'enseignement ont évolué ces 5 dernières années, eh bien 20% en Amérique latine et en Europe, ils déclarent, dis-je, que leurs méthodes pédagogiques ont beaucoup changé avec l'arrivée des technologies. C'est une partie de l'explication, mais aussi parce que la profession avait envie de ces améliorations. Il faut en tenir compte. Les personnels du supérieur sont des gens tout à fait rationnels, que tout le monde, des bons professionnels qui ont envie de faire bien ce qu'ils font. Donc, ils passent beaucoup de temps justement à essayer d'améliorer leur manière de travailler. Et donc, ils sont intéressés par l'innovation. Donc, la tendance était déjà présente. Après la pandémie, maintenant, là encore, ce sont des données qui viennent des États-Unis. Qu'avons-nous vu? On a vu que les gens appréciaient peut-être davantage les opportunités offertes par les technologies. Par exemple, donc ça, c'est côté personnel enseignant.
ils ont vu modifier leur comportement, leur utilisation des matériels technologiques après la pandémie. Et on voit que les gens sont de plus en plus optimistes, sauf à l'exception du online proctoring. Donc là, sur cette ligne-là, donc peut-être protecteur en ligne, là, les gens sont plus réservés. Mais pour les autres lignes, on voit que les gens ont su apprécier ce qui avait bien fonctionné, qui sont disposés à utiliser davantage les technologies. Il faut quand même bien comprendre aussi que ça bouleverse considérablement le vécu de l'enseignement et de l'enseignant. D'où un message important, c'est-à-dire que quand bien même nous sommes favorables à toutes ces évolutions, ces changements, il y a quand même des risques, deux les plus importants. L'un, à savoir le risque qui ait un impact négatif, pas simplement sur le travail, mais sur la rémunération. Vous savez, maintenant, on a des tas de notions qui sont à la mode, stratégie de personnalisation professionnelle, etc. Mais nous, ce que nous disons, c'est que ce dont ont besoin les enseignants, eh bien, c'est de temps en supplément pour enseigner. Ils ont des matériaux numériques à préparer, des choses qui sont en digital. Moi, par exemple, je me souviens, j'étais avec un collègue en webinaire, il était directeur d'université en Europe centrale, et cette femme, donc, elle me disait, avant la pandémie, j'avais quelques heures d'enseignement parce que j'étais déjà inspectrice d'université et donc j'enseignais de l'ordre de 9 heures par semaine. Or, aujourd'hui, eh bien, disons après la pandémie, je me rends compte que je travaille davantage, c'est-à-dire que je suis des webinaires, mais dans le même temps, je reçois les emails de mes étudiants qui ont besoin de moi, qui me posent des questions. Donc, c'est un petit peu la double punition, parce qu'avant, il y avait questions-réponses à la fin d'un cours en classe, en chair et en os, et aujourd'hui, il y a le webinaire plus les questions qui viennent après. Je pourrais passer ma journée, littéralement, à enseigner. Donc ça, c'est un risque. Le deuxième, c'est la configuration de la profession. Il y avait, il faut le dire, avant même la pandémie, une tendance à la stratification des institutions, à savoir cloisonner nettement la recherche, l'enseignement et le reste des institutions. Qui requiert moins d'engagement d'ailleurs, généralement. Et il faut voir que vous imaginez qu'initialement, on enseignait peu et on passait beaucoup de temps à la recherche, alors qu'aujourd'hui, le personnel passe son temps, les 3/4 de son temps à enseigner et va pouvoir faire de la recherche le dimanche après-midi s'il ne sort pas et qu'il pleut. Donc, en guise de conclusion, dernier message, je pense que nous devons ouvrir un dialogue quant au sens même de la recommandation de 1977 à la lumière des circonstances actuelles. Il faut relire ces textes et se poser quelques questions. C'est une recommandation qui peut garder son utilité si on peut adapter le texte plus exactement. Si on le relit, on se demande si telle ou telle chose est toujours pertinente. Une relecture de la recommandation doit passer par une implication, une participation active de la profession, c'est ce que nous souhaitons. Il faut aussi reconnaître qu'il y aurait de nouvelles expressions des charges de travail de la profession enseignante. On le rappelle, l'enseignement en distanciel, qui n'était que anecdotique, est devenu aujourd'hui quelque chose de très répandu, qui
Qui parmi les grandes institutions n'a pas aujourd'hui son véhicule d'enseignement distanciel? Et enfin, est-ce qu'il faut qu'on accepte des profils assez disparates ou différenciés de personnels enseignants? Est-ce qu'on est prêt à accepter, par exemple, que nous avons à modifier l'équilibre entre respectivement l'enseignement et la recherche? Est-ce qu'on est prêt à revenir sur la vieille règle qui dit qu'on doit passer au moins un tiers de son temps à enseigner et les 2 tiers éventuellement entre la recherche et les questions administratives et de gestion? Voilà, c'est tout. En ce qui me concerne, je n'ai pas de réponse. J'ai encore des questions de plus que je viens ajouter à la pile. Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup, Francesc. Merci pour cette présentation et pour ces questions qui, en effet, peuvent lancer cette séance de questions-réponses qui nous attend. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, mais malheureusement, il nous reste très peu de temps. Je sais que nous avons déjà eu une conversation intéressante et longue, mais j'aimerais simplement que vous puissiez lire les questions qui ont été posées dans le chat. On a parlé de la transformation du personnel enseignant au niveau de l'enseignement supérieur, des limites, des contraintes. Dans le chat, on nous a particulièrement posé la question du futur de l'enseignement supérieur, compte tenu de la transformation, du peu de transformation qu'il y a eu lieu. Donc, beaucoup demandent quelle est l'implication pour l'accès à l'enseignement supérieur dans le cadre de la numérisation. Donc, je vais demander à notre panel de répondre en 1 minute et je vous demande de vous tenir à cette minute, de nous parler donc des thèmes spécifiques qui ont été abordés. Donc, Francesc, par rapport à ce que vous venez d'énoncer et des défis pour la transformation de l'enseignement supérieur à l'âge du numérique, eh bien, je crois que l'un des défis les plus importants auxquels nous sommes confrontés, c'est de devoir repenser ce que c'est qu'être enseignant dans l'enseignement supérieur. Il faut recadrer notre profession. Est-ce qu'elle est la même que celle qui existait en 97 ou est-ce qu'on est prêt à reprendre cette conversation et à prendre les rênes de la conversation pour être plus adapté à une vision plus juste, plus équitable, plus équitaire? Bien sûr, on se centre beaucoup sur le personnel enseignant, mais il faut aussi se demander à quoi sert notre enseignement, c'est-à-dire eh bien, les utilisateurs finaux, les étudiants. Merci beaucoup, Randy. Les implications pour les enseignants de l'enseignement supérieur. Randy. D'abord, j'aimerais dire, je crois que toutes ces problématiques, elles sont importantes et c'est important d'en parler parce que les conséquences sont graves, pas seulement pour les enseignants de l'enseignement supérieur, mais pour la société en entier. Et je crois que l'appel essayer de créer, grâce au dialogue social et à la société civile, une conscience de ce qu'il faut faire. On ne va pas pouvoir s'atteler, nous, à toutes les problématiques tout le temps, mais je crois que de lier ces sujets à la liberté académique et à la connaissance intellectuelle à long terme et à la citoyenneté mondiale est primordial. Et peut-être qu'il va falloir réfléchir à comment relier ces aspects pour, et si je sors mon langage de syndicaliste, le futur ne va pas arriver de manière équitable.
Ici, ce que Bud a dit, c'est que chaque personne qui applique ces politiques ou qui crée ces politiques, qui conçoit ces politiques publiques, eh bien, est diplômé d'une de nos universités. Et donc, la connaissance intellectuelle, la liberté académique va venir du fait que nous soyons capables de réparer un système académique très en mauvais état aujourd'hui. Bud, un dernier mot. Oui, j'aimerais proposer que, à partir de maintenant et jusqu'en 2024, c'est-à-dire que la date du sommet des Nations Unies aura lieu à New York, que les syndicats, que tous les membres des associations, des chefs d'établissement, les enseignants, les professeurs, les réseaux de recherche travaillent ensemble, s'unissent pour garantir que l'enseignement supérieur soit en haut de la liste des priorités des futurs de l'enseignement de ce sommet qui aura lieu en 2024. Il nous reste quelques années pour le faire. Parce qu'il nous faut cette attention. Si nous ne l'avons pas, eh bien, nous allons continuer à récupérer les miettes. Et ce n'est pas bon pour le monde et ce n'est pas bon pour la profession enseignante. Merci beaucoup, professeur Hall. Et enfin, Suzanne, en 1 minute, les implications pour le monde de CEART, les domaines prioritaires pour le CEART. Oui. Beaucoup des discussions ont tourné autour des grosses problématiques qui nous concernent. Moi, quand je relis la recommandation de 97, ces recommandations sont très adaptables, mais le problème, c'est qu'on peut lire le contexte et le cadre de 97 et on peut voir le contexte d'aujourd'hui, mais le contexte d'aujourd'hui, en fait, n'est pas inscrit au sein de ces recommandations. Donc, ce que je voudrais, c'est une promotion du dialogue entre les corps enseignants, les syndicats, les employeurs, avec les organisations du gouvernement pour aborder ces problèmes. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de l'équité, de l'égalité pour tous? Parce qu'aujourd'hui, on le formule différemment dans différents groupes. Les exclusions systémiques, les connaissances non traditionnelles, etc. Et tout cela n'apparaît pas dans le document d'origine. Alors la technologie, bien sûr, les technologies existent, elles sont déjà là. Mais ce qu'on entend aujourd'hui sur les conséquences, sur la charge du travail, sur les modalités de travail, c'est que maintenant, les enseignants travaillent 24 heures sur 24 et ce n'était pas dans l'esprit des rédacteurs de la recommandation de 97. Et enfin, les conditions d'emploi, les conditions de travail. Beaucoup ont parlé à l'époque de l'idée, en s'appuyant sur l'idée de l'enseignant-chercheur. Et aujourd'hui, eh bien, on a une approche plus tayloriste, plus à la chaîne, plus en silo de l'enseignement, ce qui conduit à des situations d'emploi précaires. Et les enseignants ne voient qu'un certain type d'enseignants, ne consultent qu'un certain type de recherche, etc. Et le cadre de la recommandation de 97 ne reflète pas ce changement. Et je crois qu'il faut pouvoir y réfléchir et comment y réfléchir à réviser et à modifier les recommandations de 97. Merci beaucoup. Merci aux interprètes qui remercient également Carlos. Et apparemment, nous avons dépassé un petit peu, nous allons dépasser un petit peu. Merci aux panélistes et je vais donner la parole à mon collègue Boren Chakoun pour quelques mots de conclusion. Merci Carlos et merci à tous les collègues qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Cette conversation était extrêmement riche et je me sens honorée d'avoir pu écouter et apprendre de la part des intervenants.
D'abord, des commentaires généraux sur des aspects qui n'ont pas été abordés mais qui sont importants. Et deuxièmement, je vais parler d'autres chantiers en cours et en lien avec ce qui a été mentionné par nos panélistes. Et je terminerai en donnant des pistes pour avancer par rapport à la recommandation. On a parlé des enseignants aujourd'hui déjà ce matin. On a parlé du fait qu'ils sont des apprenants tout au long de la vie et comment soutenir justement les enseignants dans ce processus d'apprentissage tout au long de la vie. Donc, on réfléchit à ce qui est important ici pour leur apporter le soutien dans le développement professionnel des enseignants, mais également l'apprentissage par les pairs. Et puis, on considère également les enseignants comme étant bien sûr les facilitateurs de l'apprentissage tout au long de la vie. Et ici, il faut tenir compte des apprenants qui sont les plus désavantagés. Comment redonner un avantage aux désavantagés? Et comment être sûr que nous ne renforçons pas le système élitiste qui bénéficie de la meilleure éducation? Et je crois que ça, c'est un sujet de toute importance pour les universités qui ont un rôle à jouer. Et enfin, il est important, les universités ou l'enseignement supérieur en général a un rôle clé pour former les enseignants futurs. Donc, cette responsabilité, ce potentiel de contribution aux solutions des défis actuels, c'est-à-dire la pénurie d'enseignants et d'autres sujets que nous voyons aujourd'hui, sont pertinents au niveau de l'enseignement supérieur et il faut que vous puissiez y apporter une attention, en plus de la liberté académique, etc. Suivant, nous avons adopté cette convention qui est très importante. Et puis, nous avons également adopté la recommandation sur la science ouverte, qui est particulièrement importante, qui en fait porte sur le partage des connaissances, sur l'accessibilité de l'intellectualité, des connaissances, du savoir qui est présent au sein de l'humanité. Et là aussi, il y a un rôle important à jouer pour l'enseignement supérieur et les professeurs. Alors, Suzanne nous a proposé de réviser cette recommandation et je crois que la recommandation, en fait, et sa révision, ce n'est pas seulement une opportunité de réécrire le texte, mais de remobiliser la communauté. C'est comme pour le TES. L'idée, en fait, c'est de visibiliser, d'unir, de construire le consensus, puisqu'une recommandation, c'est toujours un consensus. Il s'agit de recommandations internationales. Donc, il s'agit ici de mettre autour de la table différents acteurs et de nous mettre d'accord. Et enfin, il s'agit de réaffirmer les valeurs inscrites dans la recommandation 97. Et à partir de ces valeurs, sur la base de ces principes et dans le contexte et le cadre actuel du monde d'aujourd'hui, eh bien, envisager les défis futurs à venir. Je crois que c'est une possibilité, une opportunité de faire des progrès. Il ne s'agit pas seulement de produire un texte nouveau. Je crois qu'il y a beaucoup à faire et que nous le ferons ensemble. J'espère que la discussion d'aujourd'hui pourra nourrir ces travaux et Suzanne et d'autres collègues participeront au progrès dans ce travail. Nous continuons de travailler au travers d'un comité les changements éventuels que nous voudrions apporter à la recommandation en suivant la procédure adéquate, évidemment. Merci beaucoup, Boren. Merci aux panélistes. Nous nous réjouissons de continuer cette conversation à l'avenir. Et sur ces mots, je clôt la semaine de célébration de la Journée mondiale des enseignants. Merci.